Bonsoir et bon début de semaine à tous et merci d'avoir choisi Amen Télévision pour vous informer. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette grande édition d'information. Sur ce plateau, je ne suis pas seul, je reçois pour vous Madame Gloire Mandefou qui est coordonnatrice des LASBEL, fière de l'être. Avec elle, nous allons échanger sur la journée du 13 juin consacrée à la sensibilisation sur l'albinisme. Madame Gloire, bonsoir. Bonsoir, messieurs les journalistes. Débutons ce journal avec le président de la République qui poursuit son séjour à Goma pour soutenir les sinistrés de l'éruption volcanique du Nyiragongo. Le chef de l'État a animé une conférence de presse le dimanche 13 juin dernier pour préciser l'objectif de sa tournée dans cette partie est du pays. Au cours de son adresse, le chef de l'État a annoncé sa descente à Beni et Ituri pour se faire une idée des avancées de l'état de siège et reprendre de nouvelles orientations. René Chitengue nous en dit plus. Il aurait bien voulu célébrer ses 58 ans d'âge en toute intimité familiale, mais les hautes charges d'État l'ont obligé à passer une journée dominicale ordinaire. Face à la presse locale, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a dévoilé l'objet de sa mission dans les Nord Kivu. Comme je l'avais dit, comme je l'avais annoncé, je suis venu moi-même pour voir ce qu'il en est, parce que là, nous sommes à l'étape du retour des déplacés, donc c'était très important d'être là pour déjà ne fût-ce que leur apporter la consolation nécessaire, le soutien nécessaire et surtout la promesse que l'État ne les abandonnera jamais. Donc nous sommes venus les écouter et essayer de voir aussi quels sont leurs problèmes. Le président de la République n'entend pas s'arrêter à Goma. Il fera le déplacement de Beni et Butembo pour l'évaluation de la situation sécuritaire un mois après l'état de siège dans cette partie. C'était aussi nécessaire de venir faire cette évaluation sur l'état de siège, à la fois au nord Kivu, mais également en Ituri. Donc je vous l'annonce là, dans quelques jours, j'irai aussi en Ituri pour me faire une idée de l'avancée de cet état de siège, des résultats obtenus et de voir s'il y a des orientations ou des correctifs à apporter. Mais dans l'ensemble, je dirais, il y a un satisfecit. Le retour de la paix dans les provinces de l'Est doit aussi s'accompagner des projets de développement. Voilà pourquoi le chef de l'État se rendra également à la frontière ougando-congolaise de Kasindi pour y rencontrer son homologue Yoweri Kaguta Museveni et matérialiser avec lui un projet intégrateur au profit de la population congolaise. De Beni, je me transporterai vers Kasindi où je rencontrerai mon homologue ougandais avec qui nous venons de conclure un accord pour la construction d'une route qui partirait d'Ouganda, en passant par Kasindi, pour venir jusqu'à Goma. Cela, je crois, contribuera aussi à la recherche de la paix et à l'éradication de ces groupes armés qui, pour certains, utilisent la violence pour en fait faire du business. Au cours de ce face-à-face avec la presse, le chef de l'État a présenté Dr Henry Forrest, entrepreneur australien qui vient matérialiser un projet innovant de Grand Inga. Avec son aisance habituelle, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a répondu à toutes les questions de la presse locale. Un deuxième rendez-vous avec le chevalier de la plume en l'espace de 48 heures. Pour le Kinshasa ou coup dur au Sénat, 9 sénateurs viennent d'être testés positifs à la Covid-19. C'est ce qu'a affirmé le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, à la plénière de ce lundi 14 juin, après avoir reçu les résultats de l'INRB. Arfalon Bassakissa nous en dit plus. Au cours de la séance plénière de ce lundi 14 juin 2021 au Sénat, le président du bureau de cette chambre du Parlement congolais, Modeste Bahati Lukwebo, a annoncé la contamination de 9 sénateurs à la pandémie de la Covid-19. Cette précision intervient après les tests effectués par l'Institut national des recherches biomédicales, INRB. À en croire le speaker du Sénat, 38 membres de l'administration sur 358 ont été également testés positifs par l'office de Jean-Jacques Muyembe Tamfoum. À ce jour, la RDC a enregistré ces jours
440 nouveaux cas confirmés du coronavirus et les cumul des cas et de 35 668 contaminations, dont un cas probable avec 846 décès ainsi que 27 849 guérisons. Parlons sécurité dans ce journal. La localité de Fataki, dans le territoire de Djougou, en Ituri, a été récupérée le week-end dernier suite aux efforts déployés par les forces armées de la République démocratique du Congo après un affrontement contre les miliciens Codeco. Selon les sources militaires dans la région, 21 miliciens ont été tués et 5 armes de guerre ont été récupérées. Suivez ce commentaire que vous propose René Chitenge. Tel que initié par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'état des sièges ne cesse de connaître des avancées significatives dans la province de l'Ituri. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont de nouveau récupéré Fataki, une localité située à environ 80 km du nord de Bunia, dans le territoire de Djougou en Ituri. C'était à l'issue des violents combats qui les ont opposés contre les miliciens Codeco. D'après les porte-paroles de l'armée en Ituri, le lieutenant Jules Ngongo a fait savoir que 21 miliciens ont été tués et 5 armes récupérées. Selon lui, les assaillants blessés sont internés dans une structure médicale de Fataki pour des soins appropriés avant leur transfert à Bunia pour être jugés. Le porte-parole des FARDC en Ituri a précisé que les forces armées congolaises consolident Fataki et ses environs pour que la reprise des activités socio-économiques reprenne normalement comme auparavant. Par ailleurs, il invite la population à continuer à faire confiance aux forces armées de la RDC pour le rétablissement de la paix dans cette partie du pays. Fort face à tous est les thèmes retenus cette année par les Nations Unies sur la sensibilisation à l'albinisme célébrée le 13 juin de chaque année. Cette journée vise à sensibiliser la population et mettre fin aux discriminations sur les personnes atteintes d'albinisme. Et à cet effet, pour s'en rendre compte, votre rédaction a interrogé quelques Quinois sur cette question qui ont répondu au micro de Fallon Minangui et Jean Sidiatezo. La situation socio-économique des personnes vivant avec albinisme demeure sceptique à nos jours suite aux discriminations qu'elles sont victimes. C'est pourquoi les Nations Unies ont adopté le 13 juin de chaque année la journée internationale de sensibilisation à l'albinisme. Interrogées quant à ces, quelques personnes ont réagi. Ba discriminer bango te bazwa bango penza lokola bandeko na bango lokola bana mususu ba rejeter bango te soki ndundu akutani na yo so basengi yo osalise soki aye aza ndeko na yo aye kotala yo yamba ye nazabe na mona ndundu te yeva ndundu te me kofana pemeni boye na kona apete me ata muto nzamba sali so etanga mikolo na liboto toye tosola kaka na yamba na bango ye ata mutu tande mona bango leke kabwa miso kaza ba populaire kaka na puso abanga ti bavanda kaka so sai so boto boti mona bango bwakete. Sur ces, naître noir à la peau blanche n'est pas une malédiction, précise un autre. Alors, si arrivé que non, aujourd'hui, j'ai un enfant albinos, je vais le considérer comme un enfant. Pourquoi l'abandonner, pourquoi le sous-estimer? Je vais le considérer comme un enfant, comme tous les autres enfants. Non, je peux leur dire que non, il ne faut pas les rejeter, il faut les considérer parce que personne dans ce monde a choisi les enfants, c'est Dieu qui les a donnés. Si Dieu vous donne, alors pourquoi refuser cette bénédiction? Pour moi, je peux dire que c'est une bénédiction. C'est une bénédiction parce que les enfants viennent de Dieu. Alors je vais leur dire que non, il faut considérer les enfants, il faut les considérer à la société. Du reste, cette journée est une occasion pour la lutte contre les préjugés et les discriminations dont les personnes atteintes d'albinisme font face. Madame Gloire Mandefou, en suivant ce reportage, on constate qu'il y a une certaine ouverture d'esprit de la population à l'endroit des personnes atteintes d'albinisme dans notre société actuelle, contrairement aux décennies passées. Quel est votre point de vue par rapport à ces constats? Certes, messieurs, il y a une avancée vraiment significative. Cela est dû au travail déjà fait en amont par nos prédécesseurs, entre autres le fait Mwimba Texas, que nous rendons un vibrant hommage. Mais il y a encore un grand travail qui est à faire pour que la population congolaise et la population mondiale en général puissent changer son appréhension et sa compréhension sur l'albinisme. Et en parlant de ces discriminations auxquelles vous êtes confrontés au quotidien, pouvez-vous nous citer quelques discriminations que les albinos vivent au quotidien? S'il faut parler des discriminations, d'abord il y a des discriminations que tout le monde vit.
entre autres des discriminations peut-être basées sur le genre. Et à cela s'ajoutent des discriminations sur le fait d'être albinos. D'abord, dans notre société, il y a des stéréotypes, il y a déjà la mystification de l'albinisme en soi. Et à cela s'ajoute aussi le rejet, le regard dédaignant. Et s'il faut parler encore, le manque de considération et toute forme de discrimination sont rejetées sur la personne atteinte d'albinisme. D'accord, Madame Gloire, je vous retiens encore quelques minutes, le temps de poursuivre ce journal. Dans le cadre du projet d'assainissement de la ville, que la vice-première ministre en charge de l'environnement et développement durable, Eve Bazaïba, a fait une descente ce lundi 14 juin 2021 à l'usine Clean Plast qui a pour rôle de recycler et traiter des déchets plastiques. Alice Massengo y était pour le compte d'Amen Télévision. Suivez. Visite de F. Bazaïba à la société Kinplast, c'est 14 juin dans la matinée au quartier Kingabois dans la commune de Limete. Question de palper du doigt le travail que réalise cette société, celui de transformer les déchets en plastique en format de graines, une matière nécessaire à la fabrication de plusieurs objets plastiques. Pour ce faire, la patronne de l'environnement a encouragé cette initiative privée comme bien louable et affirme le soutien total du gouvernement à cette entreprise. Je ne suis pas encore arrivé à la satisfaction parce que moi-même, en tant que gouvernement, nous ne sommes pas encore connectés. Jusque-là, c'est une initiative privée qui nécessite à ce que le gouvernement puisse l'accompagner, absolument. C'est lorsqu'il y aura l'accompagnement du gouvernement, nous allons voir déjà, il y a une grande partie de la solution que nous avons trouvée parce qu'ils sont là sur le terrain concret. Ce n'est pas seulement des projets préparés. Et la satisfaction sera lorsqu'il y aura aussi l'apport du gouvernement pour élargir les champs d'action. Satisfait de cette visite, le responsable numéro 1 de Kinplast, Alexander Bamanissa, explique le travail que réalise Kinplast et aussi son expérience dans ces domaines. Oui, tout à fait. Nous avons eu l'occasion d'échanger, de prendre contact il y a une semaine. Et donc notre société, qui est une société de collecte, de traitement et de recyclage de tous les déchets plastiques, a montré le souhait à Madame Eve Bazaïba, vice-première ministre en charge de développement durable et de l'environnement, à visiter notre usine de traitement et de recyclage de déchets plastiques. La transformation des déchets passe par plusieurs étapes pour avoir les produits finis. Entre autres, les recyclages, les tris, les traitements et les produits finis permettant de fabriquer beaucoup d'objets. Toujours dans le cadre du projet de plantation d'1 millier d'arbres en 2023, prôné par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, la vice-première ministre de l'Environnement et Développement durable, Eve Bazaïba, a procédé avec les députés nationaux à la plantation d'arbres le samedi 12 juin dernier au site de l'ICCM dans la commune de Lantilé. Alice Massengo y était. Suivez. Elle se comporte en véritable femme du terrain pour répondre affirmativement à la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur la plantation d'1 milliard d'arbres à l'horizon 2023. Elle, c'est la vice-première ministre de l'Environnement et Développement durable, Eve Bazaïba Massoudi, a effectué une descente en selle au site de l'UCSM, accompagnée de quelques députés nationaux, dans le but de mettre en œuvre les projets de plantation d'1 milliard d'arbres. Interrogé à Kantassé, le numéro 1 de l'environnement et développement durable, expliquait la quintessence de ces projets. Je tiens à remercier sincèrement les honorables députés pour avoir effectué ces déplacements dans ces sites en vue d'accompagner les gouvernements qui, à son tour, est en train d'exécuter la vision du chef de l'État par rapport à la restauration de nos écosystèmes, avec la vision d'avoir planté en RDC 1 milliard d'arbres d'ici 2023. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale pour les parlementaires, les représentants du peuple. Nous sommes convaincus qu'à quelques jours du début des vacances parlementaires, chacun et chacune des députés va amener ses programmes dans sa circonscription électorale. C'est un programme très important pour l'humanité dans son ensemble, à commencer par nous les Congolais. Comme vous le savez certainement, la République démocratique du Congo est l'un des foyers les plus importants qui va protéger l'humanité par rapport à ses potentialités environnementales.
Selon les représentants des députés nationaux prenant part à ces activités, s'est dit satisfait de ces projets pour sauver la vie des Congolaises et Congolais et surtout protéger l'environnement. Bon, c'est une fierté pour moi d'abord de faire ce travail. C'est un travail que j'ai eu à le faire depuis que j'ai commencé mon travail. Dès la fin de mes études universitaires, le travail que j'ai appris, c'est le reboisement à l'environnement. J'ai fait 14 ans en train d'apprendre du début jusqu'à la fin de la plantation de l'arbre. Aujourd'hui, la chance m'est donnée de replanter encore. Très content. D'ailleurs, je suis sorti premier à terminer à planter la ligne qu'on m'avait accordée ici. Notons que cette sensibilisation des plantations d'1 milliard d'arbres s'avère priorité des priorités pour tous les Congolais. Madame Gloire, le thème pour cette année, c'est fort face à tout. Pensez-vous que ce combat, les albinos doivent le mener seuls? Non. Ces combats doivent être accompagnés par la population congolaise et par d'autres personnes qui aiment les albinos. C'est un combat pour la valorisation, l'inclusion de la personne. Et ces combats ne peuvent pas être menés seulement par les albinos, c'est un combat partagé. Et nous sommes aussi accompagnés par le membre de nos familles, nous sommes accompagnés par d'autres personnes de bonne volonté qui sont à nos côtés, qui combattent de jour au jour à nos côtés pour la cause des albinos. Et par rapport à ce combat que vous menez, pensez-vous que l'issue, le gouvernement met des pistes et idoines afin de vous permettre d'arriver rapidement à l'issue favorable? Oui. Actuellement, je vois des avancées significatives. Hier, on était considérés comme oubliés de la République, mais actuellement, je vois avec la création du ministère de personnes vivant avec handicap et vulnérables, je vois un changement qui s'annonce à la faveur de la personne handicapée, aussi à la faveur de la personne atteinte d'albinisme. Et ces changements qui commencent actuellement, et nous souhaitons que ces avancées puissent encore aller de l'avant pour que nous puissions arriver à une inclusion totale et complète de la personne atteinte d'albinisme dans la société. Pourquoi écarter l'albinos de la société alors qu'elle possède ou bien il possède toutes les compétences et toutes les capacités que tout autre humain qu'il peut avoir. Il peut aussi exercer toutes les fonctions politiques, administratives, militaires que tout autre être humain peut exercer. Madame Gloire, ça sera ma dernière question. Quel est votre message, puisque cette journée vise à sensibiliser la population sur les personnes atteintes d'albinisme? Quel est votre message à la population quinoise qui vous suit en ce moment? Mon message en rapport avec la population, en ce qui concerne cette journée, c'est de vous inviter tous à changer de regard à l'endroit de la personne atteinte d'albinisme, qui est un être complet et qui possède de compétences et qui est semblable à vous. Et de ces faits, vous nous devez un soutien total, un soutien différent, afin que nous puissions arriver à l'objectif. C'est celui de voir des albinos complètement intégrés, des albinos qui sont épanouis. Merci beaucoup, Madame Gloire, d'être passée sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes coordonnatrice des LAS-BEL Fiers de l'être. Merci à vous, monsieur. Initialement prévu pour du 12 mai au 13 juin, le 40e chapitre de la destruction des hôtels se poursuit au Grand Temple du ministère Ahmed cette semaine. Le visionnaire de cette dispensation, l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo, alors d'une interview exclusive, fait part de la particularité de ce chapitre 40. Suivez. La destruction des hôtels dans son ensemble traite de beaucoup de choses qui concernent ce qui se cache derrière les rideaux. Parce que nous disons souvent que les choses visibles sont éphémères. Alors si on reste nos yeux braqués sur les choses visibles, on sera balayé avec. Et ce sont les choses éternelles. Or, dans les choses éternelles, nous avons des types d'éternité. Devant notre Seigneur, c'est à quoi nous travaillons, et puis l'éternité du diable qui a pour finalité l'enfer.
Et comment le diable peut amener l'homme jusqu'en enfer, de manière parfois avec lui donnant de bonnes apparences, et en le rassurant que tout va bien, tout ça. C'est à quoi nous travaillons pendant ce chapitre, en révélant des grands mystères de Dieu. Parce que s'il y a les mystères d'iniquité, c'est quelqu'un qui a voulu que ces mystères soient appelés mystères. Et c'est lui-même qui s'appelle aussi mystère qu'il a voulu. Nous rentrons dans les deux mystères pour révéler au peuple de Dieu et avec l'onction qui le servent d'appui. La restitution, cela sous-entend que quelqu'un t'a pris par devers toi ce qui t'appartient et qui ne veut pas, qui s'obstine à les garder. Donc il croit, peut-être de force ou par hérédité, il croit qu'il doit t'imposer telle vie, il t'a ravi ce qui était à toi. Et il t'a imposé un autre sort qui n'est pas le tien. Et quand nous parlons de la restitution, c'est une remise à la normale des choses. Et nous avons vu avec, je crois, à la première semaine, quand on a développé les 4 dimensions de Jacob. Donc on lui a appris, et aux yeux du monde, c'était un menteur. Nous les prêchons dans les églises de cette manière-là. Mais quand nous suivons la parole de l'ange à Rebecca, nous comprenons que Jacob n'a fait que reprendre sa place qui lui était déjà échue dans l'éternité. Nous le voyons quand l'homme qui vient à son secours lui pose la question « Comment on t'appelle ?» Il dit « Moi, c'est Jacob ». C'est comme s'il lui dirait « Nous, on ne te connaît pas, ce nom-là, qui t'a donné ce nom-là. Le nom que nous te reconnaissons au ciel, c'est Israël. Et tu dois considérer à partir d'aujourd'hui ce nom-là comme étant le tien. » Et c'est à partir de ce moment que le monsieur a atteint les sommets de son processus pour lui. Ouvrons la page internationale dans ce journal. Après 12 ans de règne interrompu de Benjamin Netanyahou, Israël se réveille ce lundi avec un nouveau Premier ministre, l'ultra-droite Naftali Bennett, qui va devoir rapidement prendre ses marques à la tête d'une coalition hétéroclite sans direction claire face aux nombreux défis israéliens. Suivez. Des scènes de liesse sur la grande place de Tel Aviv. Des milliers de personnes sont venues spontanément fêter la fin d'une ère politique. Après 2 ans de blocage, on ne trinque pas à la nomination d'un nouveau gouvernement, mais au départ de l'ancien Premier ministre Netanyahou. Jusqu'à présent, je ne croyais pas que cela allait vraiment se produire et je suis très enthousiaste et heureuse d'avoir l'occasion de repartir de zéro et de régler de nombreux problèmes de notre société. Même scène de joie à Jérusalem. Certains, émus aux larmes, manifestaient depuis plus d'1 an pour réclamer le départ de Benjamin Netanyahou. Avant de quitter la Knesset, ce dernier a promis à ses fidèles qu'il redeviendrait Premier ministre très bientôt, malgré son procès en cours pour corruption et abus de pouvoir. Je ne pense pas que ça arrivera. Son parti, le Likoud, va peu à peu le mettre à l'écart. Ses membres savent les dégâts qu'il a causés pour ce pays et pour le Likoud. Il avait besoin de parler de son retour, mais non, pas question, pas question. Par 60 voix pour et 59 contre, cette nouvelle coalition hétéroclite allant de la gauche à l'extrême droite a reçu l'appui d'une infime majorité. De son côté, le nouveau Premier ministre israélien lance un appel à l'unité. Nous allons travailler ensemble, avec responsabilité, pour réparer les failles qui minent notre nation et pour remettre immédiatement notre pays sur le droit chemin après une très longue période de paralysie et de querelles. L'un des principaux enjeux de cette fragile coalition sera de prouver qu'elle peut fonctionner sur le long terme. Premier ministre pour 2 ans, Naftali Bennett devra laisser sa place à son allié centriste, Yair Lapid, en 2023. D'ici là, les chantiers sont nombreux. La relance économique après 1 an et demi de pandémie, le dossier du nucléaire iranien ou encore l'apaisement des tensions sur la question palestinienne. C'est par ici que nous mettons un terme à cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur Amen Télévision, la télé autrement. Au revoir.